Et donc, le webinaire d'aujourd'hui, il traite donc des pressions et des impacts à large échelle sur les réseaux hydrographiques et les écosystèmes associés. Et là, je vais vous faire une petite introduction et vous dire un peu les objectifs de ce webinaire, en sachant que le webinaire, donc, il s'inscrit dans un projet de recherche financé par l'Agence nationale de la recherche française, dont le but est celui de adresser les impacts de l'urbanisation sur les socio-écosystèmes de plaine alluviale à une échelle globale, et donc en essayant de donner un peu de voir quelles sont les situations à l'échelle mondiale, mettre en avant quels sont les impacts associés à l'urbanisation, et aussi proposer des outils qui peuvent être des outils pour la recherche, pour nous accompagner, mais également des outils un peu de visualisation et donc de alimentation du débat à l'échelle mondiale sur ce qui sont les enjeux associés à l'urbanisation et éventuellement les solutions. Et donc, le webinaire, il est inscrit dans une série de webinaires. On en a eu un l'année dernière, en 2024, où on a un peu, on va dire, préparé le décor. On a parlé, voilà, de quels étaient les enjeux à l'échelle mondiale sur les hydrosystèmes, avec quatre intervenants qui nous ont permis un peu de, voilà, de initier le débat sur les problèmes, mais également les solutions. Et donc, on avait Gérard Payen sur la gouvernance à l'échelle mondiale des hydrosystèmes. On avait Jeff Opperman nous a parlé des enjeux associés, environnementaux associés notamment aux inondations. On avait Victoria Q qui nous a introduit les enjeux plus géopolitiques avec une approche de droit comparatif. Et puis, on avait, moi-même, j'avais introduit le projet GLOUR. Et donc, le webinaire aujourd'hui va plutôt traiter des pressions et des impacts, donc on rentre un peu plus dans le vif des discussions, en sachant que les pressions et les impacts à l'échelle mondiale qu'on peut retrouver sur l'hydrosystème, ils sont variés. On inclut l'exploitation des ressources, la modification des flux, que ce soit de sédiments et de l'eau, la dégradation des habitats, la pollution qui peut être diffuse ou localisée, l'introduction d'espèces exotiques. Donc, toutes ces pressions, en fait, elles interagissent les unes avec les autres. Elles sont multiples. Elles peuvent être localisées ou diffuses et elles ont lieu un peu à toutes les échelles des hydrosystèmes. Donc, de l'échelle locale, à l'échelle du bassin versant et à l'échelle régionale. Et donc, si on va regarder un peu quelles sont en focus sur quelques-unes de ces pressions. Donc, par exemple, je prends la pression associée aux ouvrages, les obstacles à l'écoulement, donc à la fragmentation. Mais on a commencé à avoir assez de connaissances sur ces enjeux-là à l'échelle mondiale. Et notamment, on sait que quasi la moitié des cours d'eau dans le monde, des tronçons de rivières dans le monde sont impactés par la présence d'ouvrages, surtout à l'écoulement longitudinal. Mais ces recensements est fait surtout sur des grands ouvrages, des grands barrages. Mais on sait qu'il y en a plein d'autres d'ouvrages. Et donc, vous avez sous la droite un autre travail qui se focalise plus sur les ouvrages de production hydroélectrique de plus petite taille. Et on sait que, pareil, il y en a en fait beaucoup et on n'a pas arrêté d'en construire parce qu'il y a des enjeux, des besoins aussi de production hydroélectrique. Et puis, un autre exemple de pression, c'est par exemple l'exploitation des ressources, par exemple les ressources minières ou encore les ressources en sédiments, en granulats et en sable. Et ces pressions-là, aujourd'hui, elles sont un peu moins étudiées à l'échelle mondiale, mais aujourd'hui, on peut commencer à les voir à l'échelle mondiale, notamment grâce à des images de télédétection, parce que les pressions qu'elles exercent, les impacts qui en résultent, ils sont visibles par l'imagerie. Donc, vous voyez sur la gauche, on a les exemples d'extraction minière en bas à gauche sur le Rio Madre de Dios au Pérou, où vous voyez cette apparition en fait de la manifestation des extractions entre les années 90 et puis 2020 qu'on voit depuis les images satellites. Et puis à droite, vous avez deux exemples d'extraction de sédiments dans les lits des cours d'eau avec la rivière Son
en Inde et puis le Maipo au Chili, où pareil, on commence à voir les effets, les actions d'extraction à partir des images satellites. Mais il y en a plein d'autres de pressions. Donc, il y a également la pression due au changement climatique et à l'utilisation des ressources en eau, notamment qui se fait sentir dans les zones arides, hein, au climat un peu plus aride, comme vous avez en haut à droite à Phoenix, où on voit la réduction des surfaces en eau, en rouge, dans les années, avant les années 2000 et après les années 2000, ou encore l'urbanisation des plaines alluviales. Donc là, vous avez en bas à droite un exemple spectaculaire de étalement de la ville de Lhasa au Tibet, qui a un effet sur la morphologie du cours d'eau. Donc on voit une métamorphose du cours d'eau en tresse, en chenal unique, et puis également d'autres pressions comme celles associées à la pollution. Et mais du coup, quels sont les impacts associés à ces pressions? Ben, il y en a nombreux, mais un très spectaculaire, très important, c'est celui associé à la perte de la biodiversité et associé à ça, à la perte des services. Donc, il y a des études qui ont commencé à mettre en avant cette perte de biodiversité qui, pour les écosystèmes aquatiques, elle est beaucoup plus rapide que pour les écosystèmes terrestres. Mais également, il y a beaucoup d'inconnus. Donc là, j'ai un petit exemple par rapport à l'échelle européenne. Donc en Europe, on sait qu'on a plus de la moitié de masses d'eau qui n'ont pas atteint l'état écologique bon, selon la directive cadre sur l'eau. Et une grande partie également n'a pas atteint le bon état en fait hydromorphologique de qualité physico-chimique, donc qui explique pourquoi on n'atteint pas le bon état écologique. Le souci, c'est que, en fait, beaucoup de ces pressions, bon, on sait qu'on n'atteint pas les niveaux attendus, mais beaucoup de ces pressions ne sont pas connues. Donc, sur le graphique, sur la droite, vous avez la partie grise où vous indique quelle est la quantité d'informations qui nous manque pour arriver à évaluer ces effets. Et donc, introduit tout cela, donc on va vous présenter le programme du webinaire que je vais animer avec Hervé Péguet et dont l'objectif, c'est celui d'aller un peu plus loin, d'apprendre quelles sont les pressions et les impacts importants à l'échelle mondiale sur les écosystèmes, discuter du coup de ces pressions et de ces impacts. Et pour faire cela, donc on a 4 présentations qui nous viennent de collègues un peu à l'échelle mondiale. Donc, notamment, nous avons Michel Thiem de WWF depuis les États-Unis. Nous avons Mathias Kondolf de l'Université de Berkeley au Colorado aux États-Unis. Mathis Messager de laboratoire Riverly à l'INRAE Lyon. Et puis Fanny Bourgeot du laboratoire Environnement Ville Société à l'ENS de Lyon. Et donc, je vais laisser la parole à Michel. Merci. Donc bonjour, bon après-midi, bonne soirée. Michel Tim de WWF et je suis très heureuse d'être avec vous pour partager avec vous les recherches sur la biodiversité des eaux douces et en regardant une vision vraiment mondiale sur l'état actuel, l'état des lieux et les menaces et vous parler des solutions. J'attends beaucoup de cette discussion et de ce débat et d'apprendre de vos présentations. Rapidement, un survol de mon propos. Je vais commencer avec, l'état de biodiversité des eaux douces. Ensuite, je vais passer aux causes du déclin. Si ma je vois que ma vidéo voilà, nous y voilà. Et ensuite, je vais parler un petit peu de comment pouvons qu'est-ce qui peut être fait pour arrêter ou inverser ce déclin de la biodiversité des eaux dans les eaux douces. Comme vous le savez tous, les eaux douces, sont le essentiel pour pour nos vies. Voici tout ce qui se passe dans les eaux douces. Il y a de la vie et d'autres, que l'on ne voit pas, que le public ne voit pas, mais d'une certaine façon, c'est
sous-évalué en raison de son, je dirais, invisibilité. Il est également vrai que, les écosystèmes dans l'eau douce représentent une très faible proportion de l'ensemble de la surface de la Terre, c'est-à-dire à peu près 1 à 2 de la surface de la Terre est couverte par les écosystèmes d'eau douce et cette faible proportion de la surface de la Terre, cependant, est l'habitat de près de 12 de l'ensemble des espèces connues ou décrites, un tiers des vertébrés connus et plus de la moitié de l'ensemble des espèces halieutiques décrites. Donc, vous voyez, seulement un 1 de couverture terrestre, mais voyez, les elle a cependant plus de la moitié de toutes les espèces halieutiques et de nouvelles espèces sont découvertes tous les ans. Près de 200 espèces par an, donc, sont découvertes dans ces écosystèmes. Cela dit, malheureusement, nous voyons maintenant une crise de la biodiversité et l'on voit maintenant que la population des vertébrés décline en moyenne, vous voyez, d'environ 73 depuis 1970. Qu'est-ce qui conduit à cela? Malheureusement, bien sûr, il y a les populations des zones d'eau douce. Le déclin de ces populations représente à peu près 80. Donc bien sûr, nous savons que ce n'est qu'une faible proportion des espèces qui sont suivies et simplement les vertébrés, mais nous voyons que d'autres évaluations similaires montrent des très hauts niveaux de déclin ou de menaces pour les espèces en eau douce. Par exemple, cette étude récente qui est sortie par Sarah Dold au début de 2025 dans Nature, qui a montré que à peu près un quart des espèces dans les eaux douces sont menacées d'extinction. Ceux-ci regardent seulement les décapodes, les oiseaux, les poissons d'eau douce et les ordonnates, mais vous voyez qu'il y a un petit peu de différence en fonction de taxon que vous regardez, mais en vrai, avec les décapodes, par exemple, qui sont les plus menacés, en fait, à près de 30. Je vais maintenant passer aux causes de ce déclin. Berbara en a parlé un petit peu, elle a mentionné beaucoup de ces points, donc vous ne serez pas, sans rien de nouveau. Ce graphique, je l'adore parce que c'est qui nous montre en fait la complexité de l'intégrité des écosystèmes des eaux douces donc et bien sûr de ce qui se passe dans ces écosystèmes. Ils sont tous interconnectés, mais parfois ceci nous aide à mieux les différencier. On voit qu'il y a des menaces qui agissent sur chacun de ces composants de l'intégrité des écosystèmes d'eau douce. Pour le régime hydrologique, bien sûr, il y a surpompage, transfert d'eau, les barrages, l'urbanisation. Pour la qualité de l'eau, on voit une grande variété de sources, locales ou non, les nutriments, les sédiments, les plastiques, les microplastiques, qui vont changer l'état de santé des écosystèmes. Pour la connectivité, il y a une fragmentation qui est due, par exemple, au système de retenue ou des connectivités artificielles. On va reconnecter des systèmes qui n'étaient jamais connectés auparavant, par exemple par des transferts de bassins. On supprime des barrières naturelles. Et puis, il y a bien sûr les espèces invasives ou les espèces non vernaculaires et la surpêche ou la surrécolte qui intervient, bien sûr. Et bien sûr, pour la métaphysique, il y a la conversion directe de zones humides et autres ou des zones ripariennes en habitat, en urbanisation et bien sûr en changement de la morphologie des masses d'eau. Pour souligner tout, en fait, on peut dire que le changement climatique, c'est le requin de notre futur et que l'eau, ce sont ses dents. Et on voit ceci avec de, des inondations, des sécheresses, des événements de plus en plus brutaux, donc qui impactent le monde entier. Et l'on voit ceci, bien sûr, de plus en plus fréquemment. Donc, et quelles les menaces, leur amplitude et comment est-ce qu'elles menacent les masses d'eau? Bien sûr, on ne peut pas généraliser, mais globalement, voici quelques exemples d'images que nous voyons au niveau mondial qui nous donnent bien sûr une idée de certains des impacts sur les systèmes.
Par exemple, pour les régimes hydrologiques et la qualité de l'eau, on a dépasser les limites de la planète pour l'utilisation des eaux douces et pour l'azote et le phosphate qui, bien sûr, ont été hyper utilisés et donc qui impactent la qualité de l'eau. Pour la connectivité, deux tiers des les longues rivières ou fleuves sont fragmentés, donc de plus de 500 kilomètres en fait, sont fragmentés ou ils ne sont plus en écoulement libre. Donc, bien sûr, bien sûr, et donc ils sont considérés comme bien sûr, comme étant plus en écoulement libre et donc avec tous les problèmes que cela implique. À peu près 55 des bassins, reçoivent des espèces non natives, donc bien sûr, les études diffèrent avec les mais je dirais qu'à peu près 20 des zones humides ont été perdues depuis les années 1000 le 18e siècle, en gros. Donc qu'est-ce qu'on peut en dire de ces menaces? Quelles sont les plus fortes qui impactent le plus les espèces? C'est très difficile à résumer et donc bien sûr à une échelle mondiale et il y a, beaucoup d'études qui essaient de, déterminer, quelles sont les menaces dominantes. Ce que l'on peut dire, c'est que certains habitats ont des espèces plus menacées. Ben, ça a été il y a eu un article publié dans Nature qui montre que, par exemple, les rivières permanentes ont plus haute forte proportion d'espèces menacées par rapport à d'autres habitats, types d'habitats. On voit également qu'il y a certaines menaces qui impactent des espèces multiples à plusieurs reprises et de différentes façons et on sait également que 84 de l'ensemble des espèces menacées, subissent plus d'une seule menace. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que les menaces opèrent rarement de façon isolée dans les écosystèmes d'eau douce. Une étude récente qui a évalué 45 menaces sur différentes espèces en eau douce et près de 39 000. Et on voit que 64 de toutes les euh, couples de menaces sont connectés mondialement. Donc, il y a encore beaucoup d'inconnus sur la manière dont ces menaces fonctionnent, si qu'elles sont synergétiques, antagonistes, etc., ou si elles sont synergies antagonistes, mais ou comment elles interagissent. Mais ce que l'on peut dire, c'est il y a de la co-occurrence de menaces sur les zones d'eau douce. Donc, qu'est-ce qui peut être fait pour inverser le déclin donc de ces biodiversités d'eau douce? Il y a plusieurs, développements récents qui se sont mis en place au niveau des pays de ce dans ce cadre. D'abord des accords et la ratification du cadre de la biodiversité globale de Kunming-Montréal, donc sur la biodiversité et il y a plusieurs cibles. D'abord et il y en a certaines qui montrent que les eaux les eaux, douces ce les cibles 2 et 3 que vous pouvez voir on rep il y a à peu près 30 de ces zones qui ont été, dégradées ou qui sont préservées par selon target le cible 3 et pour la target 11 donc on veut bien sûr que pour les services écosystémiques, donc on voit également ici les indications. Une chose que je voudrais dire à ce sujet, c'est que le cadre est extrêmement clair quant à la mise en évidence de l'importance et de pour mettre les territoires indigènes et traditionnels et les populations et les communautés locales à l'avant des solutions. Ça, c'est très important dans le contexte des eaux terrestres et les écosystèmes, parce que la survie et la vie de ces populations, bien sûr, dépendent énormément de ces écosystèmes d'eau douce. Un autre développement récent positif, c'est le qu'on appelle le Freshwater Challenge. Le challenge sur l'eau douce, c'est une initiative de pays conduite par les pays qui va aider à restaurer 300 000 kilomètres de rivières dégradées, 350 millions d'hectares de zones humides dégradées, en restauration d'ici 2030. Il y a 50 pays qui ont signé pour
relever ce défi et il y a beaucoup d'intérêt et dynamique dans ce cadre pour mettre en œuvre, bien sûr, ces cibles, les objectifs qui ont été et donc ils sont bien sûr connectés à la biodé à la, à différentes conventions, notamment sur la biodiversité. Mais véritablement, bien sûr, on insiste sur l'importance des eaux, terrestres et des écosystèmes. Au niveau scientifique, il y a une, publication en 2020 faite par une de mes collègues sur le plan de récupération en urgence des biodiversités d'eau douce et voici ce qui doit être fait dans la préservation, si on veut un changement de trajectoire pour les espèces d'eau douce et bien sûr, on définit 6 actions principales, dans cette, trajectoire pour ce qui doit se faire. Bien sûr, c'est facile de définir un plan à un niveau, de définir des actions qui doivent être mises en œuvre, mais, pour le faire et bien comprendre et bien sûr, il faut du temps et les auteurs ont bien compris que cela et lorsqu'ils ont un il y a 6 différents documents qui vont plus en profondeur sur ces questions et je vais en parler de l'un de ces éléments, donc pour la restaurer et maintenir la connectivité des eaux douces. C'est un article qui met en évidence, quelques actions qui peuvent être entreprises, que l'on a recommandées, donc bien sûr intervenir au niveau politique, sur la planification et bien sûr sur, regarder des actions comme les passages pour les poissons, l'activité des barrages, suppression des barrages, reconnexion des eaux des plaines inondables et cetera. Donc protection des rivières pour assurer la connectivité donc. Compte tenu du point focal de ce groupe sur les plaines inondables, je vais terminer avec 2 exemples qui peuvent être, entreprises, qui peuvent véritablement et qui vont avoir un impact sur la biodiversité, des eaux douces. Le premier, c'est un exemple que vous connaissez peut-être, qu'on appelle le bypass YOLO en Californie. Cette photo qui a été prise en 2017 qui montre, une inondation, une crue de rivière en Californie et le bypass, donc vous voyez, qui a été mis en place. Ce bypass a été mis en place il y a plusieurs décennies, pour, transporter à peu près 80 de la crue, donc du fleuve Sacramento pour éviter, l'inondation de la ville de Sacramento et bien sûr les grandes infrastructures dans cette région. Donc, il se produit que cette intervention a véritablement, a eu un important bénéfice positif pour les biosystèmes, bien sûr, les habitats d'oiseaux, par exemple et bien sûr 42 espèces de poissons ont utilisé cette place inondable et donc il y a des zones ici d'alvelinage et de reproduction donc et de ponte et voilà et d'alvelinage et notamment pour les jeunes saumons. Le deuxième projet que je mets en évidence, c'est celui qui est proposé. Il n'est pas encore mis en œuvre, mais c'est, de certains de mes collègues qui travaillent sur le bassin du Mékong et qui ont une proposition de ce qui serait peut-être possible de faire pour la restauration. Donc pour, restaurer les marais, en Thaïlande autour du Mékong et il faut reconnecter les différents marais ou les différents bassins entre eux donc et avec la plaine, donc avec l'eau, mais également avec les flux de sédiments bien sûr, il faut, supprimer toutes les espèces invasives dans ces zones humides et on suppose qu'ils ont fait des calculs quant à ce qui est capable de faire, ce que l'on peut faire possible de faire, mais on peut attendre, près de 80 000 $ de revenus par an pour les communautés locales pour une augmentation de la pêche, par exemple et bien sûr et pour les tourismes qui viendront voir les oiseaux, les espèces. Je termine ce propos. Merci de votre attention. J'ai mis mes informations de contact ici et je suis à votre disposition pour toute question. Merci. Mer- Merci beaucoup, Michel, pour cette présentation qui est extrêmement bien argumentée et illustrée et qui ouvre aussi sur
des solutions, des possibles leviers d'action. En même temps, les menaces sont extrêmement inquiétantes là que tu soulèves. Donc le temps est au moment des questions. On a 5 minutes. J'en vois une première. Emmanuel Mignot. Is there a relation between the artificial limitation of Et river y a-t-il une overflows? relation entre la limitation artificielle des, oui, je vois la question, merci. Oui, c'est le cas et il y a eu plusieurs études qui ont montré que le fait de créer faire des chenaux et des digues et des bien sûr qui bloquent l'inondation des plaines inondables entraîne des inondations en amont, pardon. Donc il faut bien sûr, ceci bien sûr concerne les villes qui sont en amont et donc il faut travailler bien sûr et sur ces digues et donc il y a des spécialistes à ce niveau qui en connaissent plus que moi et donc je sais qu'il y a plusieurs études qui ont été faites et qui ont été publiées qui montrent que c'est effectivement le cas. La ques la question concernant les conséquences en termes de biodiversité, pardon, donc sur la limitation des écoulements. Est-ce qu'il faut est-ce qu'il y a des gens qui travaillent sur cette relation? Merci Emmanuel. Pardon, j'ai manqué le point. Oui, certainement. Lorsque l'on change la nature d'un habitat, et on a vu cela, dans et certains des avantages dans des cas que j'ai mis en évidence, où on va reconnecter les plaines inondables, par exemple, les habitats particulièrement pour les poissons d'eau douce et certains oiseaux, en termes de points de zones d'alvéolinage, de pontes et cetera sont limités, mais sont limités par ce changement et ces pertes de l'habitat de la plaine inondable. Ceci certainement a un impact sur, beaucoup d'espèces qui dépendent des zones UDA et des zones, inondables, bien sûr, des zones humides. On a une autre question, cette fois-ci sur la participation des habitants au projet. Comment se fait l'implication des habitants? Merci pour cette question. Ça va dépendre beaucoup, bien sûr, de la nature du projet. Par exemple, en Californie, il y a eu beaucoup d'implication des gouvernements et de processus qui font partie de la réglementation d'État, hein. Comme vous savez, aux États-Unis, par rapport au fédéral, comment on introduit des nouveaux changements dans les régimes d'écoulement avec les communautés locales et oui, bien sûr, un retour des parties prenantes et cetera et une partie du monde dans le monde du en développement, il y a moins de structures réglementaires en place donc mais l'implication des communautés locales est très souvent fait par, des groupes, la WWF ou des groupes avec lesquels nous avons souvent des contacts avec des ONG locales ou des parties prenantes, nous organisons des réunions avec les parties prenantes pour avoir des retours d'informations sur les changements proposés, les idées proposées et voir un peu le retour des populations locales quant à changement du régime d'écoulement ou la restauration d'habitat et bien entendu, ce qui est important à ce niveau, c'est que il faut bien s'assurer que on va entendre tous les points d'inquiétude soulevés et bien sûr, être certain que vous avez les financements pour mettre et apporter un soutien aux communautés locales, par exemple, s'il y a des pertes de revenus liées à ces changements de régime, par exemple, ou de changements de structure. Merci Michel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors peut-être une Mathis, je vois que tu lèves la main. Merci Michel. Donc je ne me souviens pas de l'existence de Freshwater Challenge. Je suppose que ça chevauche avec d'autres, engagements par les pays tels que le, Commune Montréal ou les objectifs de développement durable. Mais ce que je me demande, c'est de votre point de vue, dans quelle mesure est-ce que ces engagements déclenchent de nouvelles actions sur le terrain? Ou est-ce que ce sont ou est-ce que ce sont simplement faire reconnaître des actions ou faire connaître des actions qui existaient déjà? Parce que ces engagements semblent se multiplier, mais combien vont piloter des changements?
Merci pour cette question. J'aurais dû clarifier que le Freshwater Challenge n'est pas un nouveau cadre convention global, hein, sur les eaux douces. Et c'est simplement une manière de catalyser, d'aider les pays à pour soulever les bien comprendre les questions liées à l'eau douce. Il n'y a rien de nouveau, rien à ajouter à ce que les pays font déjà, hein, dans le cadre de toutes les conventions et autres traités ou actions qui existent. Simplement, pour les mettre en évidence. Souvent, ce que l'on observe, c'est que les pays n'ont pas bien compris le rôle des systèmes d'eau douce, encore une fois, par rapport à et ce qu'ils doivent faire par rapport à leurs engagements. Ceci, permet d'aider le à bien diriger les financements vers les pays qui soutiennent des actions qui sont focalisées sur ces eaux et on a vu des intérêts, par exemple, récemment, a annoncé que ils allaient financer, 5 millions de dollars vers le pour le co l'engagement du Fresh Challenge, voilà, donc Freshwater Challenge. So, ce sont simplement pour vous dire que et c'est simplement le début et nous espérons que bien sûr ceci va mobiliser beaucoup plus et faire en sorte qu'il y ait des mesures incitatives pour les pays qui se lanceront dans ces projets. Beaucoup plus clair, merci. Merci beaucoup. Merci Michel pour cette présentation et les échanges qui ont été suscités. On va passer à une deuxième intervention, celle de Matt Condolph. Tu as parlé tout à l'heure, Michel, du Mékong. Du coup, on va faire une focale sur ce bassin où effectivement international, où il y a de fortes pressions, notamment en lien avec la construction de barrages. Je ne sais pas si Matt, tu es parmi nous. Bienvenue à tous, merci pour cette présentation Hervé. Les propos de Michel, ont bien intro avance a sont une introduction à mes présentations malheureusement, parce que le Mékong subit beaucoup des pressions que Michel a décrites et donc c'est un fleuve, qui a la biodiversité qui est la 2e plus importante après l'Amazone. Malheureusement, on ne on peut voir devant nos yeux la mise en place de beaucoup de changements qui ne sont pas très positifs pour les écosystèmes. Je vais commencer par, à regarder la morphologie de ce bassin. Donc, c'est un bassin très grand, très vaste et il couvre, il commence en Chine, en Thaïlande, en Birmanie, au Laos, au Cambodge et au Vietnam, au Thaïlande également. Et donc il y a un très haut débit et des différences saisonnières extrêmement élevées de débit. Donc et les écosystèmes, bien sûr, sont adaptés à ces évolutions saisonnières. Le soutien vous savez, la pêche, par exemple, fait vivre 60 millions de personnes, donc c'est un énorme écosystème. Donc, c'est véritablement un écosystème humain qui reçoit le soutien bien sûr, parce que les gens dépendent de protéines qui viennent des réserves halieutiques. Si on regarde le delta du Mékong, c'est un pôle économique, 17 millions de résidents. Le delta est le moteur de l'économie du Vietnam et de la région dans son ensemble et il produit 7 du riz, qui f de dans le monde, donc au niveau du commerce international. Donc bien sûr, donc il a une énorme importance économique. Cependant, il est menacé comme je vais en parler, il est nous allons il est menacé. Donc, lorsque l'on parle des rivières, des connexions, des poissons, je voudrais parler un petit peu des sédiments qui est parfois un peu ignoré et certainement ça a été largement ignoré lorsqu'on a regardé et étudié les rapports préliminaires pour planifier la construction de barrages sur le Mékong. Personne n'a parlé des sédiments dans ces études, mais le sédiment est essentiel pour maintenir la forme du chenal, pour construire des plages, des deltas, le long et bien sûr et bien sûr il y a un concept qui a été établi dans
et donc on peut considérer que c'est un système un système d'érosion qui transporte les sédiments et donc Emel, au milieu du fleuve, ce sont essentiellement des zones de transport qui déplacent les sédiments de l'amont vers l'aval et sur la zone côtière, à un niveau plus bas, il y a le dépôt. Donc c'était un transporteur à bord, vous voyez? Donc votre rivière, ouais, donc et vous voyez les plages et donc bien sûr, ils vont dépendre des sédiments qui sont transportés sur l'ensemble du bassin. Lorsque l'on construit des barrages, pardon, excusez-moi, sur ces fleuves, on coupe l'alimentation en sédiments. En fonction de la taille du barrage, on va peut-être autoriser parfois les sédiments les plus fins à passer, mais bien sûr, les sables, les graviers sont bloqués derrière le barrage. Et cependant, les barrages libèrent de l'eau qui a une énergie pour déplacer les sédiments. Mais la charge sédimentaire a été enlevée et ceci conduit à ce qu'on appelle de l'eau en carence de sédiments et donc cette énergie va conduire à une incision du chenal ou une coupe et bien sûr un élargissement du, chenal et la dét la le problème, la perturbation avec les sédiments est impliquée également par l'exploitation sablière et de gravier, donc dans ces, chenaux. Donc voilà, c'est mieux comme ça. Donc voici un exemple ici, vous voyez, d'un effet d'incision. Ici, vous voyez, qui d'incision et qui a sapé la base d'une infrastructure, vous voyez? Parce qu'on a et donc bien sûr on a coupé l'alimentation en sédiments à cause du barrage et vous voyez donc maintenant on fait une excavation mécanique du lit de la rivière, ce qui a accéléré l'incision et qui se propage, vous voyez, le long du de la et ce qui est en conduit à ces découpes et ce pont avait été construit il y a 15 ans, avant cette photo. Donc vous voyez un peu? Vous voyez bien sûr par le département de transport en Californie qui a dû remplacer ce pont après 15 ans. Donc ce n'est pas ce qui était attendu, bien entendu. Donc encore une fois, si je regarde le Mékong et il faut bien comprendre ce système, c'est que historiquement, naturellement, il était très riche en sédiments. Quelque chose comme 140 à 160 millions de tonnes par an étaient transportées en aval. Et beaucoup de ces fonctions dépendent en fait les fonctions de la rivière, les nutriments, bien sûr, transporter, la productivité des zones humides tonnées sables, la fertilité de la plaine inondable et bien sûr le relief et la morphologie du delta, bien sûr. Bien sûr, une grande partie vient du Mékong supérieur en Chine qui contribue à peu près à 20 du flot, mais qui contribue à 50 des sédiments. Ça, c'était avant le barrage, bien entendu. Dans cette région en Chine également, qu'on appelle la région du Langkang, il y a eu beaucoup de développement au cours des dernières décennies et bien sûr et là, on sait maintenant que la construction des routes, par exemple, a augmenté le la de par 10 la quantité de sédiments dans cette zone. Et on peut se dire: «Bon, très bien, ceci va produire plus de sédiments qui vont descendre», hein. Mais ceci piégé dans les barrages. Donc en fait, le changement net au niveau de la fourniture de l'alimentation en sédiments a chuté en raison de ce barrage. Maintenant, si je regarde, le le système biophysique unique du Mékong, on peut voir ici La l'interaction entre la tectonique et l'hydrologie et bien sûr les sédiments, les nutriments qui sont, transportés les poussées de crues, donc par les crues, hein, donc il faut que j'explique ceci, c'est pas toujours évident. Donc voilà, il faut que j'explique un petit peu. Ceci ici, c'est le principal bras du Mékong. Ici, voilà, c'est le principal bras du Mékong ici. Voilà, ici, voici le Mékong. Voilà, ça, c'est le Mékong, comme vous voyez ici, donc et ça, c'est un affluent, qui vient du Tonic Sap, du lac Tonic Sap, qui passe par la ville de Phnom Penh, la capitale. Et bien sûr, en haut de c'est un grand lac, donc cette zone humide et ce lac, bien sûr, c'est un bassin qui a été formé par un mouvement tectonique avec une base assez peu profonde. Lorsque le Mékong est en phase de où les ou est en hautes eaux, donc en hautes eaux, bien sûr, le Mékong est tellement haut qu'en fait, il remonte, il fait un contre-courant dans le lac
et ce lac se passe de la zone bleu sombre à la zone bleu clair, vous voyez? Donc il augmente à peu près historiquement, c'était jusqu'à 3 fois. Il y avait un reflux, donc un reflux qui augmentait qui multipliait par 3 cette zone humide, vous voyez? Donc de zone, de floodplain de plaine inondable, peu profonde, bien sûr, et donc vous voyez ça, et bien sûr, c'est extrêmement productif en termes de poisson de espèces halieutiques, et donc les poissons, les juvéniles, bien sûr, non, c'est la fête à la cafette là, donc et heu et c'est, ils grossissent, et bien sûr, en fait, lorsque le niveau baisse dans le Mékong, lac se vide et les poissons descendent également, et à ce moment-là, on il y a ce qu'on appelle les pêches, c'est les pêcheries de taille. Vous voyez ici, c'est filet, c'est genre de carlet qui attrapent les poissons lorsqu'ils descendent le fleuve, et ça, c'est extrêmement important pour l'économie locale, donc pour l'économie locale humaine dans cette zone. Il y a plus de 850 espèces halieutiques donc identifiées. C'est la deuxième plus grande des biodiversités après l'Amazone, et l'agriculture des plaines inondables est très importante parce qu'elle est bien sûr historiquement, ceci a été soutenu par des limons très riches en nutriments qui étaient déposés par les crues. Mais bien sûr maintenant, ces limons sont piégés en fait par les barrages, et ces engrais naturels maintenant disparaissent, et donc les agriculteurs locaux utilisent des engrais. Bien sûr, l'importance écologique de la rivière est extrêmement bien documentée, et je dirais simplement que dans certains cas, je pense qu'il faudra vraiment mettre en premier plan ce problème des sédiments. Revenons-en au delta. Je vous l'ai dit, en aval. Donc, il y a 17 millions de personnes qui vivent dans ce delta, une zone agricole extrêmement productive, des petites industries également, et beaucoup d'activités économiques. Mais ceci est, comment dire, est extrêmement difficile. C'est très fragile, c'est délicat, c'est fragile. C'est une zone de basse terre très plate, moins d'1 mètre au-dessus du niveau de la mer. Et il y a près de 40 000 km² qui sont à moins et c'est jeune en termes géologiques, s'entend, hein. Si on remonte à 7 000 ans en arrière, la ligne côtière était située à Phnom Penh, vous voyez? Et tout ce que l'on voit maintenant comme le delta du Mékong, bien sûr, a été formé en 7 000 ans. Donc, ouais, oui, et ceci par des dépôts de sédiments qui ont commencé il y a 7 000 ans. Vous voyez? Et vous pouvez voir ici les différentes lignes de côtières, 500, 4 500 ans, voyez, 2 000 ans en arrière. Donc, regardez cette ligne ici, c'est très important. Ça correspond à l'époque où les pyramides ont été construites en Égypte. Voilà, à cette époque-là. Bien. Donc ceci a été, heu, une une augmentation de la zone de surface du delta au cours des millénaires. Mais maintenant, la ligne côtière est en retrait. Elle est en train d'être érodée, d'elle s'affaisse, et la ligne côtière recule. Et pourquoi cela? Tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de sédiments pour maintenir les caractéristiques côtières, et il y a toujours de l'érosion par les vagues. Donc bien sûr, avant, il y avait du sédiment qui composent ça, et bien sûr, il y a une accélération de l'enfouissement en raison des, pompages excessifs. Lorsqu'on regarde les menaces, encore une fois, des aux fonctions naturelles du fleuve Mékong et de sa plaine des plaines inondables et de son delta, on voit une réduction de l'alimentation en sédiments à cause des barrages, hein, bien sûr, et donc ceci a un effet immédiat et à long terme. C'est pour ça que j'ai dit, c'est à la fois c'est un désastre lent parce que l'impact le plus sérieux sera plus évident plus tard, mais il y a des effets immédiats, par exemple, sur ce qu'on appelle les charges de chasse, hein. Donc bien sûr, où les limons, les argiles, les nutriments, en suspension sont bloqués dans les barrages. Maintenant, comme vous savez, hein, les plus grands en Chine, mais en plus, heu, ce qui est piégé, c'est le sable et le gravier, et bien sûr, ça, c'est essentiel également, le sable, pour maintenir les plages et les deltas. Et on a un effet plus immédiat de la réduction de la fourniture du flux de sédiments. Il y a également
des digues qui empêchent que les sédiments se déposent sur la surface du delta, bien sûr, il y a les pompages d'eau qui entraînent un affaissement et une augmentation du niveau de la mer également qui se produit. Donc, maintenant, si l'on regarde l'effet des barrages, regardez ici, voici les barrages qui ont été construits plus tôt la partie supérieure du fleuve en Chine. Ils ont regardé, donc près de 50 des sédiments sont bloqués en Chine. Et ensuite, il y a tous ces barrages ici qui sont en cours de construction ou planifiés ou construits dans le Mékong inférieur. Et donc, 130 barrages sont actuellement à l'étude et dont 11 sur le bras principal. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de barrages là, et bien sûr, ils vont tous piéger des sédiments. Donc, maintenant, est-ce qu'il faut piéger les sédiments? Ben, c'est une bonne question et la commission du fleuve Mékong a publié un une recommandation et dans ces recommandations, on peut voir une demande pour que le développeur des concepteurs de barrages prévoient des systèmes pour gérer les sédiments. Donc il y a pour faire rendre le barrage invisible aux sédiments et comment est-ce qu'on fait ça? Ben, on le fait par ce que l'on appelle on va aspirer les sédiments et on va les faire glisser par une haute vitesse. On va faire une espèce de glissement des sédiments où on peut avoir un type de bypass ici, comme on peut voir ici, avec un canal de diversion donc qui va permettre, d'emmener les sédiments mais ces sédiments ne vont pas entrer dans les réservoirs, donc des barrages. Bien, pour revenir à la question des problèmes à long terme, à court terme. À long terme, ils vont piéger les sédiments nécessaires au delta, donc et il est tout à fait clair que si ces dames sont construites telles que prévues, si on garde le piégeage et l'accumulation sur l'ensemble du bassin, il n'y aura plus que 4 de la charge sédimentaire naturelle qui atteindra le delta et le delta ne pourra pas survivre sans les sédiments, c'est pour cela. Il est là pour les sédiments. En raison si vous l'enlevez, le sédiment, si vous enlevez le delta à partir. Ça va prendre du temps parce qu'il y a une période tampon entre le moment où les sédiments descendent de la rivière et arrivent jusqu'au et sur le delta. Mais l'effet un effet qui est très important, c'est les sablières Donc ça, c'est un vrai, vrai problème. Donc il y a une grande demande pour les agrégats, pour les constructions, le gravier et le sable, en local et mondial. Si vous allez au site Alibaba, vous allez voir, heu des 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 galets polis du Mékong à 90 dollars la tonne qui sont, par exemple, exportés à Singapour. Donc, par exemple, vous pouvez voir des commandes aux États-Unis, donc de 70 millions de tonnes métriques d'ici 10 ans. Donc l'autre aspect qui affecte le delta, bien sûr, les affluents qui ont été canalisés, ça veut dire que le sable va directement vers la mer et il ne peut pas se déposer dans la plaine du delta. Bien sûr, il y a les enfoncements, l'affaissement, donc il y a bien sûr, il y a l'événement du niveau de la montée du niveau de la mer, mais bien il y a un problème de pompage d'eau douce et ça, c'est un vrai, vrai problème qui entraîne la perte la plus rapide du delta, donc et encore une fois, nos la topographie récente montre que l'élévation moyenne du delta est maintenant qu'à 0,82 m et non plus 1 m, donc vous voyez? Bien sûr, ces menaces existentielles pour le delta n'ont pas véritablement été prises en compte malheureusement. Il y a eu un plan directeur du delta du Mékong qui mentionne les inondations, la salinité, l'érosion, mais il ne vous les voit pas comme symptômes de ceci les plus grands problèmes, à savoir l'affaissement, l'absence d'alimentation en sédiments. Donc le plan procède de résoudre aussi par des méthodes d'ingénierie, mais mon inquiétude, c'est que ceci ne servira pas et ne sera pas durable. Le rapport parle également du taux de d'enfoncement. Il ne fait pas d'extrapolation sur les futures décennies. Par exemple, il y a un document de la Banque mondiale qui a été 2 000 000
de milliards de dollars dépensés pour le delta, mais les rapports sont très bien, mais en fait, ils ne prennent pas en compte la menace existentielle. Notre inquiétude, c'est que véritablement, il faut qu'on regarder cette menace existentielle et il faut apporter des changements dans les politiques qui vont nous permettre au delta de continuer dans le futur. De survivre, bien sûr. Cela veut dire, bien sûr, éviter les barrages à haut impact, il faut une et donc on où il faut rééquiper les barrages pour faire recirculer les sédiments, heu, supprimer, faire réduire, arrêter les sablières fluviales. Donc il faut simplement les arrêter parce que, il faut arrêter de se et ensuite, il y a des changements qui doivent être faits dans l'agriculture dans le delta, qui va permettre au sable qui va être de se répandre dans le delta plutôt que d'être, canalisé et envoyé directement en mer sans changement sans possibilité de dépôt. Avec les activités actuelles comme telles que ça se fait maintenant, si rien ne change, on pense que 90 du delta sera submergé d'ici 2100. Avec un changement de gestion, on pourrait réduire à 10 de submersion du delta. Mais sur le long terme, avec la montée du niveau de la mer, le delta sera condamné. Mais au moins, on peut prolonger sa vie un petit peu. Et pour revenir à ce que disait Michel, il faut bien comprendre que l'importance de la biodiversité du Mékong, il y a des raisons sociales, socio-économiques pour maintenir le delta, mais ça fait partie de l'ensemble du système du fleuve pluvial et il ne faut pas faire des choix seulement sur des profits à court terme. Il faut réfléchir à long terme, pour les gens et les écosystèmes. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Matt, pour cette présentation que, pareil, très bien illustrée. Et ça nous donne l'ampleur du coup pour cette étude de cas qui est spectaculaire. Est-ce qu'il y a des questions parmi les personnes qui nous écoutent sur ce cas du Mekong? Sinon, le temps que les collègues se réveillent, j'ai peut-être une petite question. Du coup, tu as mis en avant une sorte de différence de perception entre ce qui se passe dans le delta et les gens qui vivent dans le delta, ceux qui gèrent le delta, et ceux qui sont plus à l'amont, donc, notamment avec le plan de gestion des sédiments, les indications pour mieux gérer les barrages et la gestion des sédiments associés aux barrages. Mais du coup, comment on pourrait faire pour faire en sorte que la perception, elle converge à un moment ou à un autre? Il faut une plateforme de discussion. Et la commission du fleuve Mékong existe depuis les années 60 et c'est la plateforme logique de ces discussions. Mais ça n'inclut pas la Chine et donc et la Chine a choisi de ne pas faire partie de cette plateforme. En Mais depuis quelques années, la Chine a créé son propre, version de la commission du fleuve Mékong et elle a une participation d'autres pays. Mais c'est un vrai problème mais même au niveau des pays du bassin du Mékong, inférieur, le Cambodge, la Thaïlande, le Laos, le Vietnam. C'est difficile il est difficile de se mettre d'accord. Il y a eu quelques accords qui ont été obtenus. Un qui était concernant les sédiments, c'était que les barrages qui seraient construits le long du bras principal devraient inclure des éléments pour le transfert des sédiments, mais ou l'écoulement des sédiments, mais il n'y a pas d'exigence en tant que telle. Donc les pays disent qu'ils vont consulter cette commission, mais il n'y a pas de les autres pays peuvent très bien dire la commission peut très bien dire: «Bon, très bien, faites ceci» et bien sûr le pays qui va construire le barrage peut choisir de le faire ou pas. Donc il n'y a pas en fait
Il y a, bon, il y a la carotte, mais il y a pas le bâton. Il y a une autre question, je pense que c'est dans la même, ligne. Vous avez déjà répondu concernant effectivement, est-ce qu'il y a des accords, sur la gestion des eaux et des sédiments? Mais je pense que vous avez répondu à cela et donc il y a une autre question qui concerne, il y a-t-il des lobbying commerciaux qui sont en jeu là? Est-ce qu'il y a du lobbying en jeu? Bien sûr, bien sûr. Les exploitations sablières sont un des points les plus importants, certainement. C'est une bonne question. Dans quelle mesure est-ce que c'est dominé par des grandes entreprises de construction par rapport à des petites unités? On voit beaucoup de petites entreprises partout qui font de l'exploitation de sable. Mais oui, certainement, il y a des intérêts commerciaux très forts et, et l'agriculture qui est développée maintenant, bien sûr, elle se fait à une échelle industrielle. Donc, Heu on commence à avoir des intérêts commerciaux de différentes natures qui sont en jeu dans cet espace, absolument. Il y a une question de Mathis, ensuite on passera. Sur le terrain, est-ce que les gens qui dépensent des pêcheries du ton de sable, où est-ce qu'ils comprennent les menaces? Est-ce qu'il y a une mobilisation des populations locales qui sont impliquées? Sur notamment pour le lac, les pe autour du lac? Et ils sont conscients dans la mesure où, les ré les les rendements de pêche sont en déclin, donc il y a certainement une prise de conscience à ce niveau. Quant à savoir si, je ne s pense pas que la menace existentielle pour le delta soit bien comprise. Il faut que ce soit compris par quelques-uns des spécialistes impliqués, les projets de développement de la Banque mondiale et cetera, mais c'est un peu comme, sortir et dire que l'empereur est nu. Heu, je pense il y a beaucoup de réticence de la part des gens pour insister sur ce point. Mais pour moi, ce serait la première étape pour que les gens soient assez motivés pour faire quelque chose plus certainement, pour réduire ces pratiques telles que l'exploitation sablière serait bien sûr politiquement très difficile, très difficile. Merci beaucoup, Matt. Il y a peut-être d'autres questions qui vont arriver, mais il faut qu'on poursuit notre après-midi. Encore un grand merci pour nous avoir montré cet exemple très, très spectaculaire. Et donc, passe la parole maintenant à Mathis Messager qui va nous parler d'un autre enjeu à l'échelle mondiale à nouveau. Merci, merci à tous. Je vais vous parler aujourd'hui de ce qui pourrait, modifier le flux des rivières. Mais avant de commencer, je voudrais que vous preniez 5 secondes pour comprendre une rivière ou un cours d'eau. Quelle est votre image classique de cours d'eau? Selon moi, ça ressemble plutôt à ceci. Ça, c'est la rivière, Albarine, à 50 kilomètres d'ici. Ce que l'on voit ici, c'est un phénomène naturel. Cette rivière sèche plusieurs années et bien sûr, ça ne ressemble pas à ça non plus. Dax, c'est un petit cours d'eau au Kenya. Mais vous n'êtes pas les seuls parce que vous soyez, scientifique ou et jusqu'à récemment, on a essayé de d'ignorer les parties non pérennes des cours d'eau, donc et de les étudier. Donc et il y a des zones qui sont dans des climats plus humides, on trouve ceci, par exemple qu'au Brésil. Excusez-moi, j'ai un problème avec le son, j'entends très mal. Donc voici, c'est la rivière Calavon en France. Vous voyez donc avait à haut débit en automne, et la voici en hiver. Donc là, c'est le débit de base, hein. Et ensuite, voici en été
avec ce qu'on appelle les bassins déconnectés, donc des mares en fait. Donc, vous voyez, on a un arrêt de l'écoulement complet. Donc, et again, voilà, vous voyez, mais vous voyez, et donc on peut avoir la raison pour il faut bien comprendre que ces socio-écosystèmes, ils assurent la forte biodiversité, ils ont des fonctions biochimiques distinctes et, et il y a une mosaïque d'habitats qui interviennent donc à tous les niveaux. Donc, mais il y a des points chauds également, donc d'activités géochimiques pour le carbone, par exemple, et il y a des services écosystémiques qui sont très importants, qui sont très significatifs pour certaines espèces. Mais est-ce qu'il y a une prévalence mondiale? Et il y a des raisons à reconnaître. D'abord parce qu'on estime on a fait des estimations en considérant qu'il se prenait il se produit que dans les zones semi-arides ou donc dans différents endroits du monde. Ceci repose sur des hypothèses. Par exemple, les estimations précédentes se situent entre 29 à 36%, bien sûr, de, qui sont non périns, donc les cours d'eau qui sont non périns. Mais voici, au cours de Baptiste, on a estimé qu'en fait, ça se situait sur à peu près 41% des cours d'eau ou des écoulements s'arrêtent au moins une fois un jour par an, donc. Et vous voyez ici avec des pertes de. Et ici, voici un exemple de cette rivière. Ici, on voit qu'elle est 50 mètres cubes par seconde. Mais lorsque l'on extrait de ce modèle, par exemple, on ramène à 0,01 mètre cube par seconde pour, pour prendre tous les cours d'eau, on prend que 60% de toutes les rivières et cours d'eau, bien sûr, se sont arrêtés, ont une perte d'écoulement au moins un jour par an. Cela veut dire que l'intermittence de l'écoulement n'est pas une exception, c'est plutôt la règle, en fait, sur et, et ceci se produit sur tous les continents et dans toutes les zones et tous les climats. Malgré la prévalence, donc ce type de rivières ont été sous-évalués, sous-étudiés et sous-suivis. Et ceci a tué à une exclusion des réglementations de protection ou de la mauvaise gestion, et ce qui entraîne une dégradation. Et il y a bien sûr les mêmes contraintes et les mêmes impacts que les autres rivières, mais par exemple, elles sont souvent dégradées, polluées, et donc il y a des déséquilibres. Il peut y avoir des effets extrêmement induits notamment par des longues périodes de sécheresse. Et ils peuvent être également très pollués parce qu'il y a de faibles débits. Donc ceci expliquerait une grande partie des dégradations, mais ils sont souvent exclus des lois ou des réglementations. En France, par exemple, l'un des piliers de la loi sur l'eau qui régule que toutes les installations ou activités sont sur ou près d'un cours d'eau peuvent poser un risque à la santé publique ou à la sécurité si on empêche l'écoulement de l'eau, réduire la ressource hydraulique, augmente le risque d'inondation ou endommage l'environnement aquatique. Donc, lorsqu'il y a un plan d'activité, il faut soit le déclarer ou demander une autorisation. Et par exemple, s'ils vont pomper plus de 1000 mètres cubes par jour, par exemple, nécessite une autorisation. Mais, mais tous les cours d'eau répondent pas à ceci. Donc, il faut des critères cumulatifs. Le premier, il faut avoir un chenal d'origine naturel clairement défini, même s'il a été ensuite modifié. D'abord, ça doit être alimenté par une source. Et le troisième, c'est qu'il faut qu'avoir un écoulement, un débit suffisant la plupart de l'année et la plus grande partie de l'année. Donc, ça peut être intermittent, mais il faut qu'il soit
suffisant si l'on prend en compte les conditions hydroclimatiques locales. Ceci a conduit à beaucoup d'interprétations, donc on a pour l'application de la loi. Et en France, nous avons une, carte, en fait, de ces cours d'eau. Vous voyez, en 2023, j'ai regardé et harmonisé les cartes des cours d'eau pour tous les bassins en contactant toutes les zones administratives en France, et vous pouvez voir ici la carte qui en résulte. Voici les segments hydrographiques qui étaient présentés, et comment ils étaient présentés auparavant et comment ils pouvaient être qualifiés comme cours d'eau, et cetera. Et en rouge, on peut voir les non-cours d'eau, c'est-à-dire qui ne répondent pas aux critères, et en vert, ceux qui restent à classifier. Et vous pouvez voir déjà qu'il y a des différences, importantes entre les départements, ce qui met en évidence l'interprétation, la difficulté d'interprétation de ces définitions. Pour revenir bien sûr aux fleuves non pérennes, on voit que les segments hydrographiques qui ont été estimés comme étant interminants sur les cartes hydrographiques représentent 59 de la longueur des réseaux, mais cartographiés. Mais ceux qui étaient considérés comme étant non cours d'eau, ils représentent 81 ce qui veut dire que les fleuves intermittents sont surreprésentés. Et ceci a été différent entre les départements. Il y a plusieurs exemples entre les rivières, les cours d'eau intermittents, par exemple. Et certains ont été surreprésentés de plus de 50. Donc, véritablement en évidence comment ces types de systèmes peuvent être exclus de réglementation, et ceci rend leur impact plus invisible parce qu'il n'y a pas de demande de documentation ou pour des autorisations. Bien sûr, il n'y a pas d'autres pays en France où des études de cette nature ont été faites en utilisant des cartes réglementaires, mais nous avons examiné les lois et les définitions sur les cours d'eau, et bien sûr, elles sont souvent, et il y a des éléments d'intermittence sur les autres, et aux États-Unis, en Australie, en Afrique du Sud ou en Colombie, par exemple. Mais nous voyons également d'autres de pays comme la Colombie, donc, comme je disais. Aux États-Unis, il y a un modèle qui a été défini pour voir si les cours d'eau pouvaient être protégés conformément au Clean Water Act. Vous voyez, ceux qui sont probablement, qui vont de très peu à très fortement protégés. Vous voyez, quand le sud-ouest, vous voyez, donc ça c'était avant 2020, et depuis, malheureusement, je ne saurais pas comment qualifier donc à quoi ça ressemble, mais voilà, voilà, vous voyez, ça impacte l'ensemble des rivières intermittentes, et ce n'est pas simplement au niveau pays. Ceci au niveau pour les objectifs de développement durable, il y a une carte ici, il y a un modèle qui prédit la quantité d'eau en pourcentage des débits à l'année, donc qui doit être conservé dans les rivières pour préserver les écosystèmes. Donc voyez ici donc, et ce modèle montre, exclut la plupart des zones dans les zones arides ou semi-arides, parce que c'est considéré qu'il n'y a pas de légitimité à établir des systèmes de contrôle environnement, d'information système des débits. Et bien sûr, on cherche ici à atteindre les objectifs 6 donc on parle de rivières non pérennes naturelles, mais il faut prendre en compte toutes les. Est-ce qu'il y a de plus en plus de rivières qui vont s'assécher en raison notamment de l'activité humaine? Donc la réponse est oui, certainement, mais on ne sait pas combien, et on n'a aucune estimation, en fait, mais on y travaille donc, et le dernier modèle global qui existe, c'est qui date de, heu, 2012, qui montre les changements de régime entre
entre les années 60 et les années 2000. Donc, vous voyez, en raison du changement climatique. Et on voit que ces changements de régime qui changent dans les, et donc 6 à 7 des zones, il y aura des changements dans les deux sens sur à 6 des zones terrestres. On voit les pixels représentent 50. On ne prend pas en compte ici toutes les petites rivières. Donc il y a des changements. Là, on a des tendances moyennes, donc entre les débits limités et les débits importants. Nous travaillons maintenant d'ici quelques années, il y a des modèles qui sont en cours d'examen et on veut voir ce qui va se passer en termes d'interminence de débit dans les rivières. Cette carte montre les changements dans le pourcentage de mois où on passe en intermittence de débit. Donc les changements entre le modèle de 1985-2015 et le modèle 2000. Donc, et c'est le scénario de niveau le plus élevé. Donc c'est l'un du plus. Et ce que l'on observe, c'est que je suis désolé, j'ai une qualité de son qui est très mauvaise. Donc on voit que 17% des cours d'eau expérience au moins un mois non pérenne, intermittent en 85, entre 85 et 2014, et 2,8% des sont passés de pérenne à non pérenne. Et bien sûr, ceci représente près de 80 000 kilomètres de rivière. Et 0,7% vont passer de l'autre côté, de non pérenne à pérenne. Et pour ceux qui sont déjà non pérennes, nous prévoyons que beaucoup d'entre eux, en fait, j'ai pas entendu, je suis désolé, j'entends pas le son. Le son est très. Nous savons qu'il y a des. Voici le cas, par exemple, de la zone arctique. Vous voyez donc, on a une modélisation ici de tous les bassins versants et donc on a le nombre moyen de journées à 0 débit sur la zone panarctique. Donc, vous voyez qu'elle couvre 19% de l'ensemble des cours d'eau. Et ce que l'on a constaté, c'est que de 84 à 2020, ces chiffres ont diminué, donc la question maintenant, c'est comment est-ce que les humains vont s'adapter ou comment est-ce qu'ils vont aggraver la situation par l'utilisation, parce que dans des climats plus secs, avec plus de CO2 dans l'atmosphère, l'effet des est-ce qu'on va garder les mêmes cultures? Est-ce qu'on va irriguer de la même façon? Donc, et ceci n'a pas encore été modélisé complètement. Bon, j'ai commencé à dire que il y a des activités est-ce que les rivières s'agissent, est-ce que c'est vraiment grave? Comme Michel disait, donc c'est un ça va changer des écosystèmes et là il y a une transition vers quelque chose d'autre. Mais dans ce cas, les espèces se sont adaptées au cycle de sécheresse et d'intermittence et donc pour passer des rivières pérennes à non pérennes, ça va causer des rechutes, abruptes de la biodiversité et avec des difficultés de récupération. Par exemple, cette image vient du bassin de Murray-Darling, pendant avec la sécheresse du millénaire et la population de à la il y avait, la population halieutique est morte en masse, bien sûr, en raison de cet événement. Actuellement, en fait, nous savons assez peu de choses sur les effets, heu, lorsque l'on passe de pérenne à non pérenne ou vice versa, donc.
C'est pour ça que je n'ai pas de données à vous montrer, mais nous en saurons plus, j'espère. Donc mon message pour vous, c'est la majorité des rivières et des cours d'eau ne sont pas pérennes, donc ils il y a des phénomènes naturels qui relèvent, qui vont être impactés également par les changements climatiques. Il y a des éléments qui sont ce sont des points importants, point de vue écologique, économique, culturel et ça c'est sous-évalué, sous-contrôlé, sous-surveillé, sous-protégé et les rivières vont être de plus en plus, sèches ou asséchées, mais il y a beaucoup encore d'inconnus, mais et ce ne sera peut-être pas partout en même temps et il faudra vraiment des et enfin, le l'assèchement anthropogène et naturel ne doivent pas être confondus, on ne sait pas encore où nous en sommes. Merci à tous. Merci de l'organisation. H2O Lyon qui a porté le financier monétaire. Je suis désolé, j'avais une qualité de son très mauvaise. Faudrait le Merci signaler. beaucoup. Est-ce que tu m'entends, Lionel? Merci beaucoup, Mathis, Je t'entends, je t'entends. pour cette présentation extrêmement bien rythmée qui illustre bien les enjeux, la compréhension de l'intermittence et puis après tous les enjeux qui sont associés à cette extension à l'échelle du globe. Donc, on a une petite séance de questions. Là, on a encore 3 minutes. Et tu en as une première qui est posée par Léo. How would you define the general How would you improve the general definition of rivers to acknowledge intermittent rivers in water laws? Tu le vois dans le chat? Oui, c'est une question intéressante parce que la semaine dernière, nous avons été interviewés à l'Assemblée nationale à ce sujet, sur cette question. Nous pensons que le sujet est la loi est tellement vague qu'elle peut être interprétée éventuellement de façon égoïste, donc en prenant en compte le fait que les cours d'eau non pérennes se retrouvent sous tous les climats et ils peuvent être et donc bien sûr on peut en inclure plus, mais ce que l'on sert de mettre en évidence, ce n'est pas simplement le critère hydrologique, ne n'est ne dit pas ce qu'est fonctionnellement le réseau, de fluvial qui se passe en amont, que ça écoule 2 semaines par an ou 3 mois par an, donc l'impact se fera en aval. Donc avant de avant de revoir cette loi donc sur le Clean Water Act, une masse d'eau doit être qualifiée pour la loi lorsqu'elle a un nexus avec d'autres cours d'eau. Donc, elle va être elle va impacter significativement le reste du réseau. Donc, ce sera le critère qui va la qualifier comme cours d'eau à protéger. Donc, parce qu'elle va impacter le reste du système. Merci, Mathis. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en avais une éventuellement là sur l'extension en fait de l'intermittence. Quels sont selon toi, tu as commencé à aborder les effets du changement climatique, mais il y a toute une série de drivers anthropiques. Quelles sont potentiellement les régions aujourd'hui qui sont les plus touchées ou qui sont les plus vulnérables? Souvent, c'est le plus gros consommateur d'eau, c'est l'agriculture. Donc, les lieux, les zones les plus à risque en termes de ressources hydriques sont les zones où il y a un désaccord entre la croissance agricole et le changement climatique, bien sûr, qui va et donc il y a une différence il y a un désaccord en fait entre les ressources et la consommation. Et en France, si on prend la France par exemple, je pense qu'on verra ceci dans beaucoup de zones. Si on réfléchit à l'utilisation des nappes, si
si on surexploite les nappes phréatiques, on sait qu'il n'y aura pas assez d'eau provenant de la surface pour recharger les nappes. Donc, on peut réfléchir à passer à des nappes, l'utilisation des eaux souterraines lorsqu'on n'aura pas assez d'eau en surface. Mais géographiquement, et il faudra modéliser ça parce que c'est compliqué. Merci beaucoup, Mathis. On va passer à l'intervention suivante. Dans vos différents exposés, vous avez souligné un certain nombre de menaces. Michel a aussi introduit cette idée de complexe de menaces. Du coup, quels sont potentiellement les leviers d'action qu'on peut avoir en tête? Est-ce que ça passe à travers, je sais pas moi, une réglementation à l'intérieur de chacun des pays? Est-ce qu'on a des pays qui sont en avance euh, pour prendre en compte ces menaces-là? Est-ce qu'il y a une réflexion également en termes d'approche à l'échelle globale? I'm going to go on a little flex on this. And I will take France, for example, as an example. Je vais prendre la France comme exemple qu'on connaît bien parce qu'en France, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des objectifs ambitieux, des lois que l'on peut utiliser, des lois fortes, rigoureuses pour améliorer l'état de santé des rivières ou des cours d'eau. Mais on a un problème avec la mise en œuvre ou de l'application de ces lois. Il y a des endroits qui ont des lieux qui ont des cadres juridiques très bons, mais sur les interactions des rivières, mais il n'y a pas assez de force sur la mise en œuvre. Et je pense que c'est c'est comme ça que j'essaie d'approcher ma communication et mon recherche scientifique. C'est en essayant de montrer les services écosystémiques assurés par ces rivières. Donc, pour qu'il y ait une volonté de préserver l'intégrité de ces cours d'eau et de ces écosystèmes, de leurs écosystèmes, qui, qui assure la diversité de ces écosystèmes. Pour mieux gérer, pardon, pour mieux gérer ces rivières, et malheureusement, en gérant à court terme ou sur des points focus, on oublie l'intégrité globale de la rivière. Donc, il y a un travail de communication à faire, je pense, et il faut faire des démonstrations de ces services qui sont fournis à la société par les écosystèmes sains. Parce qu'en France, à titre d'exemple, si on doit développer les restrictions sur l'utilisation d'eau, qui va devoir imposer des sacrifices à certaines parties prenantes, il faut démontrer qu'il y aura bien sûr des co-bénéfices à ces restrictions. On n'y est pas encore. On dit qu'il y a des co-bénéfices, mais on n'arrive pas à les quantifier souvent. Merci beaucoup, Mathis. Merci à tous nos intervenants d'avoir nourri toute la thématique, d'avoir partagé vos connaissances et puis également d'avoir tenu les délais, vraiment très professionnels. Merci Claire-Lise et toute ton équipe à l'EURH2 Lyon. Merci Lionel également pour la traduction. On va se retrouver sans doute l'année prochaine pour un autre séminaire dans la continuité de celui-ci, puis de celui de l'année dernière. Et cette fois-ci, on essaiera de faire intervenir des praticiens et de travailler par-delà les menaces qu'on a identifiées aujourd'hui, le complexe de menaces, d'identifier des solutions potentielles ou de mettre en évidence de beaux exemples qu'on a à travers le globe qui montre un peu comment on prend en charge, on essaye de défendre notre terre. Voilà, merci à toutes et tous et à la prochaine.